Vous avez le droit de choisir. Il existe aujourd'hui une démarche médicale, analyse du rapport bénéfice-risque, qui aide médecins et malades à mieux réfléchir ensemble à la solution qui leur permettra de ne pas utiliser de sang. Les médecins pèsent les avantages et les inconvénients d'une certaine substance ou d'un certain mode opératoire, examen auquel les malades peuvent s'associer. Considérons par exemple une affection qui se rencontre un peu partout, l'amygdalite chronique. Admettons que vous en soyez atteint. Vous allez probablement voir un médecin. Il se peut même que vous en consultiez deux, puisque les spécialistes de la santé conseillent souvent de prendre un second avis. L'un des praticiens vous recommande peut-être l'opération. Il vous renseigne sur la durée d'hospitalisation, vous dit si vous allez beaucoup souffrir et combien cela va vous coûter. En ce qui concerne les inconvénients, il vous apprend que ce genre d'opération ne provoque généralement pas de saignement important et que les risques de décès sont très rares. D'un autre côté, le deuxième médecin vous conseille d'essayer un traitement antibiotique. Il vous parle de la substance que l'on vous administrera, des chances de réussite et du coût. Quant au risque, il affirme que très peu de malades ont, en présence de cette substance, des réactions susceptibles de mettre la vie en danger. Chacun des médecins a probablement évalué en toute compétence les avantages et les inconvénients des solutions possibles. C'est maintenant à vous qu'il appartient d'examiner ces mêmes données, ainsi que d'autres facteurs que vous connaissez mieux que quiconque. C'est vous, en effet, qui êtes le mieux placé pour juger de votre état affectif ou spirituel, des moyens financiers de votre famille, des conséquences que votre choix pourra avoir sur elle et de vos principes de vie. Ensuite, vous décidez. Peut-être donnez-vous votre consentement à l'une des thérapeutiques et refusez-vous l'autre, cela en pleine connaissance de cause. Il en sera de même si c'est votre enfant qui est atteint d'une amygdalite chronique. Vous serez informé des avantages et des inconvénients des thérapeutiques envisageables. Vous qui aimez votre enfant, vous qui êtes le plus directement touché par ce qui arrive et qui aurez à assumer les conséquences à long terme du choix effectué. Après avoir tout examiné, vous pouvez prendre en connaissance de cause une décision qui concerne la santé, voire la vie de votre enfant. Peut-être choisissez-vous l'opération, avec les risques qu'elle comporte. D'autres parents opteraient peut-être pour les antibiotiques, qui ne sont pas non plus sans danger. En effet, de même que les conseils des médecins diffèrent, de même les malades ou les parents ont des opinions différentes sur ce qui semble être la meilleure thérapeutique. Voilà ce que signifie faire un choix en connaissance de cause, c'est-à-dire en étant informé des avantages et des inconvénients qu'il présente. En ce qui concerne le sang, toute personne qui examine objectivement les faits est obligée de reconnaître que les transfusions comportent de grands risques. Le docteur Charles Huggins, directeur du service de transfusion d'un grand établissement hospitalier du Massachusetts, a déclaré « Jamais le sang n'a été d'aussi bonne qualité. Pourtant, il doit être considéré comme présentant des risques inéluctables. C'est la substance la plus dangereuse que nous utilisions en médecine. » The Boston Globe Magazine, 4 février 1990. Les praticiens ont, à juste titre, reçu ce conseil. Il est nécessaire de réévaluer également la part des risques dans le rapport bénéfice-risque à la transfusion sanguine et de chercher des solutions de remplacement. C'est nous qui soulignons. Perioperative Red Cell Transfusion, conférence des National Institutes of Health du 27 au 29 juin 1988. Il se peut que les médecins ne soient pas d'accord sur les avantages et les inconvénients que présente l'utilisation du sang. Tel qui administre beaucoup de transfusions est peut-être convaincu que le risque encouru en vaut la peine. Tel autre pense que ce risque est inutile, car il obtient de bons résultats
par des traitements non sanguins. En dernière analyse, cependant, c'est vous, le malade, le père ou la mère, qui devez décider. Pourquoi cela? Parce que dans cette affaire, ce sont votre organisme, votre vie, vos principes et ceux de vos enfants. Et, beaucoup plus important, vos relations avec Dieu ou les siennes qui sont en jeu. Votre droit est reconnu. Dans nombre de pays, le malade a aujourd'hui un droit inaliénable, celui de décider du traitement dont il va bénéficier. La loi relative au consentement éclairé se fonde sur deux prémisses. Premièrement, le malade a le droit d'être suffisamment informé sur le traitement recommandé afin de pouvoir faire un choix en connaissance de cause. Deuxièmement, le malade peut décider d'accepter ou de refuser la thérapeutique recommandée par le médecin. Si on ne considère pas que le malade a le droit d'être d'accord ou non, et même d'être d'accord à certaines conditions, le principe du consentement éclairé perd une grande partie de sa valeur. Informed Consent, Legal Theory and Clinical Practice, 1987. Il arrive que certains malades aient du mal à faire valoir leurs droits. La résistance qu'ils rencontrent pouvant venir d'un ami farouchement opposé, dans le cas où nous avons évoqué à l'amygdalectomie ou aux antibiotiques, ou bien d'un médecin convaincu de la justesse de son conseil, ou bien encore d'un hôpital en désaccord avec le malade pour des raisons juridiques ou financières. Quantité d'orthopédistes décident de ne pas opérer les témoins, déclare le docteur Carl Nelson. Nous croyons que le malade a le droit de refuser n'importe quelle thérapeutique. S'il est techniquement possible d'effectuer une intervention en toute sécurité sans avoir recours à un traitement particulier comme la transfusion, on devrait pouvoir trouver une solution. The Journal of Bone and Joint Surgery, mars 1986. Le malade doit faire preuve de respect et ne pas insister auprès du médecin pour qu'il utilise une thérapeutique qu'il maîtrise mal. Cependant, comme le fait remarquer le Dr Nelson, nombre de médecins consciencieux ont la possibilité de traiter le malade en tenant compte de ses croyances. En Allemagne, une autorité en la matière a donné ce conseil. Le médecin ne peut pas refuser son aide, en considérant qu'avec un témoin de Jéhovah, il n'a pas tous les moyens médicaux à sa disposition. Même si son champ d'action est réduit, il n'en a pas moins le devoir de prêter assistance aux malades. Der Frauenarzt, mai-juin 1983. Pareillement, la raison d'être des hôpitaux n'est pas de rapporter de l'argent, mais d'accomplir un service pour tous sans discrimination. Le théologien catholique Richard Devine a dit « Il est vrai que l'hôpital doit faire tout ce qui est médicalement en son pouvoir pour préserver la vie et la santé du malade. Néanmoins, il doit aussi veiller à ce que les soins donnés ne violent pas sa conscience. En outre, il doit éviter toute forme de coercition, depuis la persuasion jusqu'à la décision judiciaire ordonnant qu'une transfusion sanguine soit administrée de force. Health Progress, juin 1989.